précisément dans la Washington. Balobi Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolie pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo noteka. Baloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya dino kanyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Nous vous présentons Ngai Ngai la finesse. Ngai Ngai la finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients puisés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupations qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Ngai Ngai la finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Ngai Ngai la finesse apporte la joie dans nos familles. Hello. Lupi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma boina bona bo Chinese. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga babete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro culturel, on va dire ça comme ça. C'est un clin d'œil à la culture, un clin d'œil au panafricanisme, un clin d'œil à, je veux dire, à nos aïeux, on va dire, nos aïeux, nos rêves, et nos perspectives de l'avenir. Toutes ces choses, on va aujourd'hui en parler avec un écrivain, Emmanuel Tshipangila, qui est panafricaniste par essence, congolais de nationalité, africain de vision. On discute avec lui sur des questions liées au panafricanisme. Alors, comment allez-vous, pasteur, écrivain Emmanuel? Ça va très bien, mon cher frère Christian. Alors, je suis très content de vous recevoir sur mon plateau après une très grande conférence au Gabon, où vous avez, au Cameroun aussi, oui, où vous avez parlé du panafricanisme. On commence tout de suite. Quel est l'essence du panafricanisme selon vous? Oui, le panafricanisme, c'est un modèle mis en place par nos pères fondateurs. C'est-à-dire, après les indépendances, il y a eu une grande réunion qui s'est tenue
du 13 au 15 mai 1963 à Addis Abeba. Et dans cette grande rencontre des chefs d'État, de pères fondateurs, il fallait opter pour un modèle juridique, politique, économique pour l'Afrique. Alors, il y avait deux camps. Le premier camp, c'est le camp de Kwame Nkrumah, qu'on appelle autrement aussi le camp de Casablanca. À l'intérieur, il y a le Maroc, l'Égypte, Guinée-Conakry et autres. Et eux, ils étaient pour la mise en place d'un gouvernement continental à l'immédiat. Mettre en place les États-Unis d'Afrique. Alors, il y avait l'autre camp qu'on appelait le camp de Monrovia, qui était constitué du Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et d'autres pays. Pour eux, il fallait partir progressivement. Alors, c'est là où Nkrumah a donné les tons pour dire, faites attention, nous sommes ici pour mettre en place un gouvernement continental, puisque nous avons une même culture, dont nous ne pouvons pas continuer à évoluer de manière indépendante. Il faut qu'on te mette ensemble. Mais pourtant, on n'a pas la même culture. Déjà, au Congo, nous n'avons pas la même culture. Les Mongols, les Luba, les Swahili, les gens de Bandundu, nous n'avons pas la même culture. Non, je ne sais pas en quel sens. On est tous africains. Oui, mais l'Afrique n'est pas la culture. Non, on est tous africains. On a tous une même culture africaine. C'est quoi la culture africaine? C'est notre façon de vivre, notre façon d'être. On est identifié. Au juste, c'est une identification. Nous sommes identifiés en tant qu'Africains. Et nous avons les mêmes ancêtres, la même histoire. Quand vous regardez notre arbre généalogique, vous comprendrez que tous les Africains, nous venons tous de quelque part. Oui, mais... Nous venons tous de l'Éthiopie, nous venons tous. Mais là n'est pas le problème. Mais ça, c'est ce qu'on nous a dit. En réalité, quand on fouille, quand on gratte, c'est pas la même chose. Vous savez que les Ivoiriens ont leur culture à eux. Et même d'ailleurs, les Ivoiriens, chez eux, là-bas, vous trouvez les Baoulés, vous trouvez les autres qui n'ont pratiquement pas la même culture. Parce que comment est-ce que nous définissons la culture? C'est la façon de vivre. Oui. Alors, la façon de vivre, la façon de pleurer les morts, la façon de marier, c'est pas la même chose. Mais quand vous lisez... Les Mongols et les Luba, on ne marie pas nos enfants de la même manière. Oui. Ce qui est tabou chez vous est permis chez nous. Donc, alors, en quoi est-ce que nous... Non. Je pense que quand nous parlons de la culture en général, on peut dire que tous les Africains, nous avons une même culture. Même si... au niveau des tribus, au niveau, là vous êtes descendu au niveau des tribus, au niveau des clans, au niveau de... Mais en général, quand on parle des Africains, on sait que tous les Africains ont une manière de vivre. Mais ils ont une même croyance. Laquelle? La croyance, par exemple, en Dieu. Oui, mais par exemple. Quel Dieu? Parce que nous, chez nous, par exemple, l'histoire de Mongo, ça n'a rien à voir avec votre histoire de Luba, ça n'a rien à voir avec l'histoire des Swahili. Nous, on n'a pas connu des royaumes. On n'a jamais connu, on n'a pas eu de royaume chez nous. Oui. Alors, nous avons eu des chefs qui n'étaient pas des empereurs. Oui. Par exemple, nous, on a eu un monsieur qu'on appelait Wesse Tuliwango. Rien à voir avec Sundiata Keïta, rien à voir avec l'Empire Lunda, mais rien à voir. Même la manière de diriger, c'est pas la même chose. Si vous allez chez les Bakongo, les femmes dirigées, vous avez Kipon Vita, et bien d'autres qui étaient des femmes, mais chez nous, c'est pratiquement impossible de trouver une femme en train de diriger. Chez les Luba, je ne sais pas comment ça se passe, chez les Swahili. Alors, comment on va dire, sur le plan général, on a eu une même culture, quand déjà au niveau de souche, on n'a pas la même culture? Non, mais quand vous prenez par exemple sur le plan mondial, vous essayez de voir, vous allez comprendre que les Chinois ont leur culture. Oui. Les Américains ont leur culture. Oui. Mais on peut aussi dire que les Blancs ont leur culture. Cela ne veut pas dire que sur le plan des souches, il n'y a pas... Donc, je pense qu'il faut échelonner. Là, c'est la rue qui peut parler comme ça. Il faut échelonner. Vous êtes intellectuel. Il faut échelonner. Votre langage doit être différent de celui des autres. Oui. Mais les Africains, quand on se dit déjà on est Africain, c'est une identité culturelle. Quand on dit déjà qu'on est Africain, c'est une identité culturelle. On s'habille de la même manière. On mange de la même manière. Non, mais on mange pas de la même manière. Non, parce que mais peut-être que... On s'habille pas de la même manière. Comment ça? Non, on s'habille de la même manière. Comment ça? Il y a une couture africaine. Non, mais c'est laquelle? Parce que chez nous, c'est les Lingbanda. Chez les autres, c'est les Rafia.
Chez les autres, les femmes sont torse nu, les hommes sont couverts. Chez d'autres, vous trouvez, ils ont comment on appelle ça, permettez-moi lingala, hein. Oui. Par exemple, kekele dans le colo. Ah, kekele la nini-kuna. Il y a des femmes en Afrique, elles sont, comment on appelle ça, les termes, mais genre en français, on coupe les clitoris. Il y a d'autres excisions, ce qu'on dit. Oui. Chez nous, par exemple, ça n'existe pas. Oui. Et chez les bandits, vous trouvez la même chose. Oui. Alors, comment vous allez dire on fait la même chose ensemble? Non, mais quand on parle, comment tu expliques quand on parle, par exemple, de la culture ouest-africaine? On parle de la culture bantou. Oui. Ce sont nos cultures. Oui, bantou. Et Oui. bien Bantou, sûr, il y a une culture bantou. Oui. Mais la culture bantou prend beaucoup de choses. Aussi, il y a la déformation du langage. La culture bantou, c'est quoi la culture bantou? Parce que moi, je crois que la culture, c'est quoi? La culture, c'est la façon de vivre. Oui. La façon d'être. Oui. En tant qu'Africains, nous avons une culture, nous avons une façon de voir les choses, nous avons une façon de vivre de manière générale. Donc ici, je n'aimerais pas rentrer dans parce que c'est là où le problème se trouve. dans le détail, Oui. mais ce qui est vrai, en tant qu'Africains, nous avons une culture appelée la culture africaine. Ok, alors moi je vous le Voilà. concède dans le cadre de l'émission. Oui. Je vous le concède, mais je crois que dans Oui. le cadre de conférences, Oui. quand on aura le temps de parler conférences, d'aller peut-être Oui. dans des grands débats, Oui. je vous montrerai que nous n'avons jamais été ensemble, on n'a Bon. jamais la même culture, nous n'enterrons pas les gens de la même manière, on ne les épouse pas de la même manière. Ce qui est interdit chez vous est permis chez nous. Je vais vous donner un petit exemple. Chez les Oui. Louba, par exemple, comment on appelle, les gendres ne peut pas rencontrer la belle-mère dans des Ça, conditions. c'est partout. Oui, mais même chez si nous, vous allez ça en ne peut pas Amérique faire. du Sud, vous allez trouver il y a toujours des divergences sur le plan culturel, des clans, des tribus, de mais c'est même familles. ça, le fondement de la culture. Mais il y a ce qui les unit. Il y a une culture sud-américaine, il y a une culture américaine, il y a une culture occidentale, il y a une culture africaine. On est bien d'accord, mais c'est pauvre dans l'explication maintenant. Oui. C'est quand on va expliquer ces choses, parce que là, c'est comme je vous ai dit, moi, vous avez écrit beaucoup de livres. Oui. À mon avis, vous êtes un grand intellectuel. Oui. Alors, donc, votre langage doit être différent de... Mais je donne un exemple. Oui. Quand on parle, par exemple, du Congo, en tant que Congolais, mais nous sommes Congolais, nous venons d'un même royaume, le royaume Congo, une même langue, une même façon de vivre. C'est relatif. Non, hein. mais on ne vient pas du même royaume. Moi, je ne mais- viens pas du royaume Congo. Pas du tout. Non, je Moi, parle. je n'ai rien à voir avec Ce le n'est royaume qu'un Congo. exemple. Oui, mais c'est juste Ce n'est qu'un exemple. Les Louba ne viennent pas du royaume Congo. Ils connaissent en tout cas rien du royaume Congo. Moi, je n'ai rien à voir avec le royaume Congo. Oui, Oui. c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut échelonner quand on parle Ouais. de la culture. Ouais. Sur le plan continental, il y a une culture globale. Ok. Mais maintenant, quand vous rentrez maintenant dans les pays, les nations, les tribus, tout ça, là, il y a une spécificité Alors, dans la culture. rentrons maintenant pour évoluer dans le panafricanisme. Est-ce que vous pouvez schématiser les courants panafricanistes? Il y a eu combien de courants, combien de pères, entre guillemets, du panafricanisme? Non, le courant du panafricanisme, nous avons deux courants Ok. du panafricanisme. Il y a ceux qui pensent ou qui pensaient qu'il fallait aller directement vers un gouvernement continental. C'est le camp, comme j'expliquais, de Kwame Nkrumah. Et il y a un autre camp qui pense qu'il faut aller progressivement. Il faut commencer d'abord par une intégration économique, une intégration culturelle et une intégration politique. Ça, c'est le camp du Nigeria, l'Afrique du Sud et les autres. Alors, s'il faut parler des grands pionniers du panafricanisme, nous avons d'abord le père du panafricanisme qui est Kwame Nkrumah en Afrique. Mais Nkrumah aussi a découvert le panafricanisme en Angleterre, voilà, parce que c'est Marcus Garvey, juste un pasteur jamaïcain, qui a commencé la vision des États-Unis d'Afrique, donc du panafricanisme. Panafricanisme veut dire un mécanisme qui met tous les Africains ensemble. Un peu comme l'Union européenne. Non, pas comme l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une fédération des États qui gardent leur souveraineté totalement. Un peu comme les États-Unis. Comme les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc nous devons avoir un gouvernement, une monnaie, une économie africaine,
Voilà, c'est ça juste le panafricanisme. Et c'est ce qui a été opté par nos pères fondateurs. Vous savez que c'est une illusion quand même. Alors, non, le panafricanisme n'est pas une illusion. C'est parce que les Africains n'aiment pas lire. Pour comprendre le panafricanisme, hein, il faut rentrer d'abord dans l'acte constitutif de l'Union africaine. Qui était un syndicat des chefs d'État. Hein? Vous comprenez? Non, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'acte constitutif de l'Union africaine. Non, pas encore. Ah, voilà. Maintenant, si vous en avez si déjà vous qui êtes un journaliste de renom et en plus un juriste, oui, mais vous n'avez pas encore lu parce que vous savez l'acte constitutif de l'Union, parce que c'est de là que tout ressort. Non, mais vous savez pourquoi? Pourquoi? Je vous donne une raison simple, parce que je n'y crois pas du tout. Non, voilà, c'est pas ça. Bien sûr. Quand les chefs d'État ont créé, c'est ça le problème. Oui. Parce que déjà, vous-même, Africains, vous ne croyez pas dans l'avenir. Mais je vais t'expliquer que c'est une vision réelle. Parce que on a créé l'OIA, qui avait pour mission de travailler, promouvoir la souveraineté des États, premièrement. Deuxièmement, libérer les pays qui étaient encore sous la colonisation. L'OIA. Ça, c'était la mission de l'OIA. Quand les chefs d'État sont arrivés en 1999, sous l'égide de Muammar Kadhafi, c'est là où ils ont tiré comme conclusion que la mission de l'OIA est finie. Parce que tous les pays sont maintenant indépendants. Il fallait passer maintenant à autre chose. Alors, ils ont convoqué une session extraordinaire à Sirte. Et dans cette session-là, c'est là où les chefs d'État africains ont pris la résolution de créer l'Union africaine. Pourquoi créer l'Union africaine? L'Union africaine, c'est un organe de transition, une institution de transition. C'est-à-dire, les chefs d'État se sont dit, nous venons de l'OIA, on ne peut pas aller directement vers les États-Unis d'Afrique, il faut une préparation. C'est comme ça qu'ils ont créé l'Union africaine. Et dans l'acte constitutif de l'Union africaine, il est écrit noir sur blanc que l'Union africaine a la mission de nous conduire vers les États-Unis d'Afrique. C'est un postulat. Comment? C'est un postulat. Non, mais c'est ça, c'est parce que vous n'êtes pas informé. Non, mais comment on va y arriver? Je vais t'informer, oui. Je vais essayer de te parler du panafricanisme. Oui, comment y arriver? Comment y arriver? Il y a trois piliers. L'union politique, l'union économique et l'union culturelle. Parlons de l'union économique. Mais on parle aujourd'hui de la zone de libre-échange continental africain qui a été déjà ratifiée par tous les pays. Mais qu'est-ce qui est nouveau de tout ça? Ce qui est nouveau, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, entre les pays africains, l'échange commercial est tout autour de 3%. Oui. C'est-à-dire, entre nous, on ne vend pas. Vous comprenez? Or, avec la zone de libre-échange continental économique, ça va booster notre économie à une échange de 47%. C'est-à-dire que nos économies vont avoir une prospérité. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas dire que ça change quoi, ça change tout. Parce que nous sommes en train de partir vers quelque chose, mais les Africains ne sont pas informés. Non, pas les Africains ne sont pas informés. Voilà, c'est aussi je vous dis le problème. Oui. Lorsqu'il y a une réunion des dictateurs, lorsqu'il y a une réunion des présidents illégitimes, des gens en qui le peuple ne se retrouve pas. Oui. Le peuple n'a pas donné mandat. Ça, c'est ce que vous vous dites. Non, mais c'est ce qui est. Ça, c'est ce que les Blancs. Non, ça, c'est ce que les Blancs vous disent. Non. Et qu'est-ce qui dit que nous devons avoir un même modèle politique? C'est ça le problème. Oui, le modèle politique. Moi, je ne parle pas de modèle politique ici. Mais bien sûr, parce que quand vous dites que l'Union africaine, c'est l'ensemble des dictateurs. Oui, non, c'est faux. C'est pas un modèle politique. C'est faux. Prenons aujourd'hui le président de l'Union africaine. C'est le président Félix Tshisekedi. Il a été élu légalement. C'est lui le président de l'Union africaine. Alors, on n'est pas dedans. On n'est pas encore là. Revenons un peu sur la question. Avançons, oui. Oui, l'émission est pédagogique. Il faut qu'on revienne sur les questions. Oui. Lorsque vous avez la réunion des héritiers, comment voulez-vous que les Gabonais se trouvent représentés dans l'Union africaine avec un président qui est lui-même le fils
d'un ancien président qui lui était un dictateur assuré, avéré et tout le monde connaît. Alors, comment voulez-vous que les Togolais se trouvent concernés dans l'Union africaine quand ils n'ont aucun lien avec leur propre président qui lui est héritier d'un dictateur en même temps? Comment voulez-vous que Brazzaville soit concerné dans cette histoire quand on sait que le président est un président ad vitam? Il est là pour mourir dedans. Alors, et on va parler comme ça partout. Ça c'est on va prendre le Rwanda. J'ai dit, ça c'est ce que... Mais si, bon, maintenant, c'est pas mon devoir de te poser des questions. Non, vous pouvez me parler aujourd'hui quand on parle de l'Union arabe, par exemple. On parle aujourd'hui de Koweït, on parle aujourd'hui de l'Arabie Saoudite. Ce sont des démocraties occidentales. Mais par contre, ces gens sont respectés. Et ils sont des grands partenaires des Occidentaux, des États-Unis, de la France. C'est pourquoi j'ai dit que ça, c'est une interprétation. Nous avons mélangé. Non, je mélange. L'Arabie Saoudite a son système politique créé par lui. Oui. Les pays arabes ont un système politique créé par eux. Oui. C'est difficile d'avoir un roi en Arabie Saoudite, disons un leader saoudien ou un leader dans ce pays arabe, nommé par les Occidentaux. Oui. C'est pratiquement pas possible. Oui. Mais chez vous, c'est ça qui est fait. Mais vous avez des marionnettes au pouvoir africain, il faut quand même le dire. Vos présidents font des deuils quand ils ne sont pas reçus en Angleterre. Quand ils ne sont pas reçus en Amérique, ils font de deuil. Et vous avez vu combien de fois on a insulté Fachi parce qu'il n'a pas été reçu par Trump. Vous n'entendrez jamais ces discours en Arabie Saoudite. Alors, c'est ça, on ne le comparez pas. C'est ça le combat du panafricanisme. Alors, le combat du panafricanisme, c'est pour que les Africains retrouvent leur identité et leur dignité. C'est ça le combat du panafricanisme. C'est ça le combat que nous menons. Et nous croyons qu'il y a aussi une évolution. Nous devons croire dans ce qui se passe aujourd'hui, surtout sous le mandat du président Félix Tshisekedi, parce que aujourd'hui la ratification de la zone de libre-échange économique, c'est un événement historique, puisque les Nkrumah en ont parlé depuis 1960, et que ça arrive aujourd'hui que les Africains se mettent ensemble pour dire, nous pouvons créer un grand marché, une zone de libre, l'union douanière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Christian Bossembe peut aller acheter des marchandises au Nigeria, venir avec ça au Congo sans payer la douane. C'est beaucoup. Tu peux prendre une voiture aujourd'hui, traverser, aller jusqu'au Cameroun sans payer la douane. Oui, mais dans la pratique, non, c'est une évolution. Dans la pratique. Hein? Les textes sont oui, mais bien sûr. La pratique. Mais dans la pratique. Déjà qu'il y a des visages entre nous. Attendez, il faut que je prenne un visa. Il faut que j'ai un passeport. Mon passeport doit avoir le visa. Moi, pour aller à Pointe-Noire, j'ai eu besoin d'un visa pour aller là-bas. Alors, dites-moi, avec cette mentalité-là, vous allez sur... Là, tu as raison. C'est ça même le but du collectif pour les États-Unis d'Afrique. Les conférences que nous organisons, c'est pour amener les Africains à se mettre ensemble. Parce que c'est pas normal aujourd'hui. Parce que il faut comprendre, monsieur Christian, que la zone de libre-échange économique, que nous appelons l'union économique, marche avec l'union culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas aujourd'hui travailler pour mettre les marchandises ensemble sans les hommes. Sans les hommes, puisque c'est les hommes qui consomment les marchandises. C'est les hommes qui portent les marchandises. Je vais te dire que moi, je suis arrivé vers le Congo central. Il y a une frontière où tu vois le Congo-Brazzaville en face. Et je vois comment les poules, les coqs, les boucs traversent, vont à Brazzaville. Et les coqs, les poules de Congo-Brazzaville rentrent au Congo-Kinshasa. Mais quand moi je vais rentrer, mes blocs me disent, monsieur, il faut présenter le passeport. Oui. Mais c'est pas normal. Au Rwanda, c'est la même chose. Mais c'est pas normal. Les animaux quittent le Congo. Voilà. Là, au Rwanda, mais les autres, c'est pourquoi nous sommes en train de travailler sur l'union culturelle. Et ici, nous demandons l'implication totale du chef de l'État, puisqu'il nous l'a promis, pour que nous puissions faire une promotion sur l'union de peuples. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand problème, l'obstacle que nous avons, est que les Africains, on ne s'aime pas. Et là, tu as raison. Il y a une phobie entre les Africains. Je pense même nous qui sommes en face avec le Congo-Brazzaville, tu ne me diras pas que le Congolais-Brazzaville aime les Congolais de Kinshasa. Parce que quand Bataille Mokolo est passé, moi j'étais au Congo-Brazzaville, j'ai une église à Pointe-Noire, j'ai vu comment
un peuple frère chasse son frère pour dire tolingi bino wate bozonga na mboka na bino eza mboka na bino te bozonga mboka ndekolia matembele na mboka na bino alors que ils n'ont pas tort. non mais ils n'ont pas raison. Pourquoi? Parce que tu sais à l'époque hein, on disait au Congo Brazzaville mais Dieu les a enseignés. Parce qu'en 94, j'étais étudiant à Brazza, c'est là où la guerre est venue. Et il y a un ami qui me disait tout le temps, mais vous venez même chercher quoi ici? Restez chez vous. Quand la guerre est venue, c'est là où maintenant j'ai vu tout le monde quitter Congo Brazza pour venir à Congo Kinshasa s'abriter. J'ai dit à ces frères-là, vous avez vu, Dieu nous a créés pour vivre ensemble. Regarde aujourd'hui, 80% des Congolais ne sont pas d'accord quand le président Félix Tshisekedi se rencontre avec Kagame. La majorité, il y a une phobie. Tu ne me diras pas aujourd'hui que le Congolais de Kinshasa aime le Rwandais. Donc, non. Mais quand il y a eu le volcan, oui, je vais te dire, Christian, il y a un groupe sur les réseaux sociaux qui a insulté le président Tshisekedi. Lorsqu'il y avait la rencontre en France, hein, l'invitation du président Macron, il y avait des déclarations que Kagame avait fait et tout le monde voulait que le président Félix Tshisekedi insulte ou attaque Kagame, mais il ne l'a pas fait. Il a utilisé la sagesse. Il a été insulté dans un groupe de réseaux sociaux. Mais tu sais que quand le volcan commence, à minuit, j'ouvre mon téléphone, je me connecte, c'est le même groupe là qui a commencé à prier Zambe Simba Motema Kagama Fungula pardon. Donc vous comprenez que nous voulons une chose et son contraire. Est-ce que ce n'est pas les politiques qui nous mettent dans des conditions difficiles? Encore une fois. Non, les politiques ont une responsabilité. Parce que les peuples se marient. Oui, moi je suis né à Goma. Voilà. J'ai étudié avec les Rwandais. Voilà. Il n'y avait aucun problème. Mais c'est au niveau politique que les gens sont entretués. Voilà. Et aujourd'hui, le problème c'est quoi? Les politiques veulent se réconcilier au niveau de la tête. Mais ils ignorent la base. Et ils vont passer. Mais le peuple est condamné à vivre ensemble. Oui. Donc aujourd'hui, tu vois par exemple le président Félix Tshisekedi faire un effort loyal. Parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Éternellement. Éternellement. Comme ça. Quand la guerre est venue en Angola, on a vu tous les Angolais fuir ici. Mais tu vas voir le même Angolais quand les Congolais de la RDC vont chez eux. Et ça, c'est un travail de pédagogie que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi les collectifs pour les États-Unis d'Afrique organisent des conférences partout. Nous avons fait, on avait d'abord organisé une conférence ici. On vous a gazé avec le peuple de Kabila. Heureusement que mon frère Jean-Marie Kassamba, c'est lui qui nous a soutenus. Ça, je dois le reconnaître parce que même moi-même, on m'a enlevé déjà. Et les gens étaient arrêtés. Mais comment ne pas vous enlever? Vous ressemblez tellement à votre frère, Paul Chilumbu. Paul Chilumbu, qui est député national, porte-parole de l'UDPS. Mais moi, je suis pas membre de l'UDPS. Oui, mais est-ce que c'est interdit que quelqu'un appartienne à un parti politique? Oui, mais on a fait les liens. Voilà, non, ça n'avait rien à voir. La preuve en est que je suis là, toujours dans le cadre du panafricanisme. Et vous avez fui directement. Non, avec des gaz que vous... Non, mais après, quand ils ont compris mon message, puisque j'étais passé sur plusieurs chaînes de télévision, et comme je l'ai dit, je remercie beaucoup Jean-Marie Kassamba parce qu'il nous avait donné l'espace pour passer, il nous avait encouragé. Et quand ils ont suivi mon message, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les gens au Cameroun pour aller chercher un Belge, venir ici au Congo, parler du panafricanisme pour insulter les Blancs. Et moi, j'ai appelé Jean-Marie, j'ai dit, je suis venu, moi, votre frère. Avec cette mission, vous nous avez arrêtés, vous nous avez torturés. Mais maintenant, vous êtes parti chercher un Belge pour venir au Congo parler du panafricanisme. Au juste, c'est ça, cette confusion-là. Alors, rentrons dans le panafricanisme maintenant. Oui. Est-ce que panafricanisme veut dire quoi exactement? Panafricanisme veut dire africain pour l'Africain, ou panafricanisme veut dire africain d'abord, le reste du monde après, ou alors, enfin, panafricanisme, c'est cette universalité de peuple dans un peuple. Panafricanisme, isme veut dire un mécanisme. Pan veut dire ensemble. Donc c'est un mécanisme qui permet aux Africains de vivre ensemble. Parce que, comme j'ai dit... Vivre ensemble où? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui. Il y a une dimension politique, économique et culturelle qui constitue... Non, mais le spirituel est dans la culture. Qui constitue le panafricanisme. C'est-à-dire notre modèle
nous devons tous fédérer. Donc, chaque État doit faire tomber une partie de sa souveraineté pour qu'on se mette ensemble dans un grand État appelé les États-Unis d'Afrique. Mais c'est fait déjà, non? Non, nous ne sommes pas dans les États-Unis d'Afrique. Non, mais chez les Ouest-Africains, ils ont le CFA. Le CFA, c'est une monnaie. La monnaie est un attribut de souveraineté. Oui. Ces peuples-là ont accepté de laisser tomber leur attribut, l'un des grands attributs de la souveraineté, la monnaie. Mais qu'est-ce qui a changé là-bas chez eux? Non, nous sommes d'abord... Là, c'est des organisations sous-régionales. Mais... Les organisations sous-régionales. Parce que dans la démarche, on commence avec les organisations sous-régionales pour après se fédérer vers un grand État appelé les États-Unis d'Afrique. Parce que nos pères fondateurs avaient compris que face aux enjeux politiques mondiaux, l'Afrique ne peut pas peser étant divisée dans les petits États. Il faudrait qu'on se mette ensemble parce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Regarde, aujourd'hui, Covid est venu. Tu n'as pas vu un grand État qui est allé chercher l'aide en Europe ou en Amérique. L'Amérique a mis au moins une cagnotte de 7 000 milliards pour faire face à Covid. L'Union européenne a fait la même chose. L'Inde, la Russie, la même chose. Mais nous, les Africains, alors que nous n'étions pas frappés comme les États occidentaux, mais on était obligé d'aller en France pour aller chercher un secours. Vous comprenez? Donc, aussi longtemps que nous ne nous mettons pas ensemble, nous serons des esclaves. Et c'est ce que Nkrumah avait dit aux autres chefs d'État en 63, le 15 mai. Nkrumah dit ceci: nous sommes en train de commettre une erreur comme les Sud-Américains. Et regardez comment leurs enfants, ça fait 1 siècle et demi qu'ils souffrent aujourd'hui. Parce que les Sud-Américains, après la guerre de l'indépendance, Simon Bolivar a dit aux Sud-Américains, regardez au nord, les Américains du Nord sont déjà unis, ils ont créé les États-Unis d'Amérique, avec Benjamin Franklin, George Washington et les autres. C'était des jeunes. Ils ont dit, nous commençons les États-Unis d'Amérique. Et il y avait des États qui n'étaient pas d'accord, comme Texas, Virginie et autres. Ils ont dit, si vous n'êtes pas d'accord, nous on commence. Ils ont commencé à 5. Et aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que Texas, Virginie peuvent aujourd'hui se retirer des États-Unis d'Amérique. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils comprennent que maintenant, nous formons une superpuissance, parce qu'on est une. C'est comme ça que Simon Bolivar va dire aux Américains du Sud. Nous parlons tous l'espagnol. Nous sommes tous catholiques. Maintenant que nous avons l'indépendance, créons les États-Unis d'Amérique du Sud. Mais certains États comme Mexique et les autres ont refusé. Ils ont dit, nous on a le pétrole, on va foutre quoi avec ça? Mais aujourd'hui, aller en Amérique du Sud, c'est la souffrance et la misère. Même le pays de Chavez qui avait le plus grand boom pétrolier de l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Pourquoi? Parce que nous devons nous mettre ensemble pour peser face à d'autres grands groupes géopolitiques. Mais comment vous allez réussir ça mondial ici en Afrique? Parce que d'abord, le premier défi, c'est un défi d'infrastructure. C'est vrai que c'est un défi qu'on peut relever très facilement. Mais le défi d'infrastructure, qui a interdit, par exemple, la construction d'une route partant de la RDC au Rwanda, ou partant de la RDC en Centrafrique, ou partant du Gabon à son pays voisin, parce qu'il est possible aujourd'hui de quitter le Rwanda, traverser aller jusqu'au Sénégal. Il est possible si on utilise les routes. Mais qui nous interdit de faire toutes ces choses? Mais nous avons fait les lits des Chinois, on a fait les lits des Japonais. Un Chinois est beaucoup plus à l'aise en Afrique qu'un Africain en Afrique. Le Malien est traqué ici chez nous, là où on laisse le Chinois libre. Est-ce que le problème n'est pas d'abord une question de mentalité d'abord? Ben c'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire. C'est ça même la mission du collectif pour les États-Unis d'Afrique. C'est de changer d'abord la mentalité des Africains, en commençant d'abord par l'élite. Parce que ce que tu viens de dire là, M. Bossembe, en 2004, les chefs d'État se retrouvent à Abuja, sous l'égide de Muammar Kadhafi. Kadhafi dit, l'argent il y en a. Nous créons les fonds monétaires africains. Il a mis 12 milliards. L'Algérie a mis. Et l'argent était déjà au Cameroun parce que c'est là où devait y avoir le siège du Fonds monétaire africain. Il dit, c'est possible qu'on crée les routes pour partir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils ont créé le PAD. Lui, Abdoulaye Wade, Thabo Mbeki. L'argent était là. À la
disposition de l'Union africaine. Kadhafi a dit, créons les États-Unis d'Afrique. C'est possible. Et là, il y avait encore deux groupes. Le groupe de Kadhafi, Abdoulaye Wade, qui ont dit, commençons par l'union politique. L'union économique va, parce que c'est la politique qui booste tout. Mais il y avait aussi les progressistes qui sont venus pour dire non, et souvent qui sont aussi instrumentalisés. Parce que n'oubliez pas que, en créant les États-Unis d'Afrique, l'Afrique devient la superpuissance mondiale. Parce que nous avons les matières premières. Et ces matières premières ne peuvent pas être transformées chez nous. Donc, les Occidentaux, s'il faut dire comme ça, savent que si nous nous unissons, nous allons devenir une puissance. Mais ça, c'est pas leur devoir. Ça, c'est notre devoir. Vous-même, vous allez vous entretuer. Ça, non. Mais attendez, pasteur, lorsque vous avez, vous, un président du Congo, par exemple, je ne sais pas si je vais être impoli en le disant, mais il faut quand même le dire. Si vous êtes un président, et vous êtes soutenu par la France, vous ne prendrez jamais des mesures qui vont aller contre la France. Si vous êtes un président dont le soutien vient de l'Amérique, vous n'allez rien faire. Mobutu n'était incapable de soutenir l'idée de Kwame Nkrumah ou l'idée de Kadhafi. Pas possible, parce que il est un pion américain. C'est pas possible. Non, mais c'est ça, effectivement. C'est là où vous allez comprendre notre démarche. Un peuple se libère par les sommets, par la base. Vous comprenez? Quand je suis en face, par exemple, d'un intellectuel comme Christian Bossembe, qui me dit que non, je ne suis pas d'accord, c'est chimérique, parler des... Moi, je suis sidéré. Parce que la vision même de l'Union africaine, qui est l'institution qui dirige l'Afrique, sa vision, c'est de nous conduire vers les États-Unis d'Afrique. Mais le problème, c'est quoi? Il faut d'abord s'informer. S'informer d'abord. Il faut d'abord connaître c'est quoi le panafricanisme, c'est quoi l'Union africaine, quelle est la mission de l'Union africaine. Alors, continuons. Moi, je suis d'accord avec l'Union, je suis d'accord avec le panafricanisme. Voilà. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Non, la vraie force, c'est quoi? Les États-Unis d'Afrique. Non, mais c'est le modèle. Je trouve ça chimérique. Non, c'est pas chimérique. Les autres pays se sont développés sans forcément avoir une unité, dans le sens où on a un président africain. Tel que quel pays? Mais les 7 dragons d'Asie, vous voyez comment ils développent? Mais que Malaisie a besoin d'avoir les injonctions de la Chine? Est-ce que Singapour a besoin d'avoir les injonctions de la Chine? Non! Est-ce que le Japon a besoin d'en avoir? On n'a pas la même... Ils peuvent développer tout en se soutenant. On n'a pas la même histoire. On n'a pas la même histoire. Quand tu parles de Malaisie, tu parles de la Chine, tu parles de ces pays-là, c'est différent avec notre réalité. C'est pourquoi, pour comprendre notre démarche, il faudrait d'abord aller à la source, d'abord à l'origine de la création même de nos États. Oui, mais donc la réalité n'est pas la même. Alors je vais avancer. Comment ça, je vais avancer. Oui. La libération d'un peuple, c'est un combat. Oui. Quand tu regardes aujourd'hui les Palestiniens, ça fait combien d'années? Mais ils se battent pour leur libération. Parce que n'oubliez pas qu'en face de nous, il y a aussi ceux qui ne veulent pas qu'on s'unisse. Il ne faut pas oublier ça. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne croisons pas les bras. Nous devons travailler. Mais je te dis que vers les années 80, parler de la zone de libre-échange, tu ne sais pas. C'est un combat qui était à quel niveau? Le problème est que l'Union africaine ne communique pas. L'Union africaine ne communique pas. Aujourd'hui, même nous qui sommes Congolais, est-ce qu'on arrive à comprendre l'importance même et le rôle que joue aujourd'hui le président Félix Tshisekedi pour que soit ratifiée la zone de libre-échange économique? Mais c'est un exploit historique. Oui, mais puisque c'est un combat. Mais c'est un combat aujourd'hui, ça fait 60 ans. Oui. Ça fait 60 ans, mais ça se réalise comme s'il n'y a rien. C'est ça les Africains. Non, le combat, il ne faut pas qu'on dise que le combat de la zone de libre-échange et tout ça, c'est Félix Tshisekedi qui a... Non, c'est le point de chute. Il a trouvé ce combat. Non, il a trouvé ce combat. Oui. Mais c'est lui qui est maintenant le président de l'Union africaine. Oui. Et c'est lui, mais écoutez, quand un panafricaniste est à la tête de l'Union africaine, les lignes bougent. Parce que tu dois savoir que parmi les chefs d'État, il y a aussi ceux qui ne sont pas panafricanistes, qui sont trop pro-occidentales. Mais non, pas tous. Kadhafi n'était pas Kadhafi n'était pas pro-occidental. Il l'a démontré. Nkrumah, Mugabe, tous ces gens-là, non, ils ont été formés par ces gens-là. En fait, le problème, ils ont été formés dans les écoles de ces gens-là. Oui. Ils ont été dans le moule
de ces C'est gens-là. normal. Ils ont eu une protection de ces gens-là. Parce qu'il faut suivre l'histoire des autres aussi. Oui. Pour comprendre ça. Oui. Kwame Nkrumah, moi je respecte beaucoup. Sékou Touré, Julius Nyerere et tous ces gens, beaucoup de respect pour eux. Mais pour leur ascension, ils ont eu besoin du soutien de ces gens-là. Mais bien sûr. Et ce n'est qu'à un moment donné qu'ils se sont retournés. Mais bien Alors, sûr. les gens d'abord, Même les Chinois, parce que tu sais qu'il y avait aussi animosité entre les Chinois et les Occidentaux. Oui. Et les Chinois ne voulaient pas des Occidentaux, Oui. surtout des Américains. Et les Anglais. Et quand Sun Yat-sen est venu, il a dit, vous êtes en train de commettre une bêtise. Parce que ces gens sont plus forts que nous. Comment vous allez lutter contre eux et vous allez les détester? Envoyons nos enfants dans leurs universités, qu'ils apprennent la science. Quand ils vont revenir, nous sommes plus nombreux que eux. Les dragons vont cracher le feu. Et effectivement, c'est ce que les Chinois ont fait. Aujourd'hui, Ils sont allés. Aujourd'hui, c'est une puissance. Aujourd'hui, les dragons crachent le feu. Même Mao Tse-tung, Mao Tse-tung, tout ce qu'il a appliqué comme politique, c'est la politique de Sun Yat-sen. Oui. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous ne sommes pas contre les Blancs. Les Blancs ne sont pas nos ennemis. Mais nous devons travailler pour notre indépendance. Et c'est ça le travail du collectif pour les États-Unis d'Afrique. Vous devez nous encourager. Parce que... On dit la même chose. Parce que, oui, je vais oui. vous dire, parce que vous avez cité Sun Yat-sen. Oui. Mais Sun Yat-sen trouve le fondement de quoi? Mais de ses pères. Oui. Avant lui, il y a des Kung Fu Tzu, Oui. il y avait écrit, il y a Oui. des Lao Tzu, il y a des gens Oui. qui avaient écrit, qui avaient fondamentalement basé déjà des principes. Oui. Et quand il arrive, lui, ce n'est pas un aliéné. Oui. Excusez-moi, mais certains des présidents africains, vous le savez comme moi, sont des Vous avez aliénés. une phobie contre les présidents. Non, non. Ça, c'est les Blancs qui vous disent ça. Oh, comment, Oui. comment le blanc veut me dire d'haïr leur marionnette? Mais regarde, quand les Blancs sont venus, Sarkozy est venu tuer Kadhafi. Ils ont dit quoi? Kadhafi, c'est un dictateur. Kadhafi a tué les gens à Benghazi. Mais il y a les Africains qui étaient d'accord derrière la France. Mais des aliénés. Pour qu'on tue Kadhafi. Des aliénés. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Mais c'est ça le travail que nous, les vrais panafricanistes, Ouais. nous faisons. C'est un travail d'éveil de conscience. Exactement. Et ça marche. Parce qu'aujourd'hui, avec les conférences que nous faisons, bien sûr avec nos petits moyens qu'on a, parce que jusque-là, il n'y a pas encore vraiment de grands appuis, mais je peux vous garantir que le président Félix nous a promis de nous soutenir dans ces combats. Bah, jusque-là, ça Il n'arrive nous toujours a- pas. Hein. Ça va arriver, ça va arriver. C'est un homme de parole. Quand il promet, il le fait. Mais quand il Et- a fait sa commission, des gens qui vont l'accompagner, ben, vous n'êtes pas là. Hein. Non, Pourtant, vous avez écrit oui. un vrai livre ici sur... Bah voilà. Non, mais le problème, c'est quoi? Le livre que vous avez écrit, Oui. et, c'est l'espoir d'un peuple. Oui. Félix Tshisekedi dit le mot un destin atypique. Oui. Alors, Mais le président a créé un panel ici. Mais le panel existe il y a une année. Mais nous, ça fait 10 ans qu'on travaille. pourquoi on n'a pas initié? Non, est-ce que je pense que ça, c'est... D'abord, on n'est pas ici sur place, à Kinshasa. Nous sommes basés au Cameroun. Nous sommes une ONG des droits camerounais. Mais ce qui est important, nous sommes en train de militer pour la même cause. La même cause. Et nous évoluons dans ces domaines il y a 10 ans. Parce que l'année prochaine, le président Félix ne sera plus président de l'Union africaine. Mais nous voulons que son mandat, par exemple, les choses dont je suis en train de parler ici, sont des choses importantes. Et nous marchons dans... Parce que le président Félix Tshisekedi a une vision pour l'Afrique. Il a une vision. Il le dit lui-même. Et il dit, je suis... Mais de mettre les Africains ensemble, de faire avancer l'Afrique. Quand il vous dit que c'est bien d'avoir les vaccins, mais nous voulons que ces vaccins-là soient fabriqués en Afrique. C'est des discours. Vous pensez que ça ne représente rien. Il dit les Africains ont besoin du vaccin, mais fabriqué en Afrique. Qu'on nous vende les licences et que nous puissions fabriquer les vaccins en Afrique. Quand il dit, écoute, quand il dit aux miniers, il dit, vous venez en Afrique, vous retournez, vous devenez riche, vous devenez... mais vous nous laissez pauvres. Vous nous laissez en train de souffrir. Désormais, il faudrait que nos richesses profitent d'abord aux Congolais et ensuite à toute l'Afrique. Vous comprenez? Donc c'est un panafricanisme. Qu'est-ce que le nouveau Mobutu a dit ça aussi? Non, oui, Mobutu était panafricaniste. Oui, si tu parles de Mobutu, Mobutu était un grand panafricaniste. Il a parlé du recours à l'authenticité. Kabila le père a dit ça. Mais bien sûr. Non, Joseph Kabila a dit ça. non. Qu'est-ce que Félix a dit que les autres présidents n'ont pas dit?
Ils ont dit la même chose. Non. Le problème, ce n'est pas les discours, c'est les actes que vous posez. Oui. On a du mal à mettre un pont entre Kinshasa et Brazza. On a du mal. Voilà. L'Ouganda vous propose de construire des routes 30 km pour rentrer en RDC. On trouve ça mal. Il y a l'avion Air Rwanda. Oui. Tous les Congolais trouvent mal que l'avion d'abord survole. Voilà. Alors dites-moi, vous avez Mais c'est ça les combats que nous menons. Alors, mais est-ce que les Congolais savent pourquoi il fallait mettre une route entre Kinshasa et Brazzaville? alors, Parce que si je te dis, les gens qui ont combattu ces projets-là, c'est des intellectuels. non, mais Vous comprenez? Non, c'est quoi? Au juste ces intellectuels qui sont occidentalisés. Ah. Les gens n'ont pas le panafricain. Entre autres, notre frère Noël Tchani, il est parmi les gens qui sont montés au créneau pour combattre la zone de libre-échange, qu'on ne devait pas ratifier ça maintenant. Ah. Il est parmi... Vous avez bien rajouté, écoute, maintenant. oui, Ouais, maintenant. Mais ça a été ratifié, bien sûr. Il a dit, pas question de la route route rail. Route rail, oui. Brazza, il il est monté au créneau. Oui, mais il faut toujours ajouter. Il a dit pas ça, oui. Le pont banana. Pont banana. Oui. Même chose encore aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des intellectuels qui sont fomentés. C'est-à-dire, ils sont occidentalisés. Vous comprenez? Ils n'ont pas encore intériorisé la notion du panafricanisme. Moi, je suis arrivé ici, j'ai fait plusieurs émissions sur Télé 50 pour défendre la construction de ces ponts routes rail. Et j'ai dit ceci, on peut faire les deux ensemble. Parce que ces ponts routes rail entre Kinshasa et Brazzaville, c'est les chaînons manquants pour rallier l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Oui, mais économiquement, il y a le problème. Non. Mais écoute. Mais maintenant qu'on parle de la zone de libre-échange et que nous avons nos produits exclusifs, hein? Bon, ces produits-là, tels que les ciments, l'huile de palme et autres, vont traverser au Congo-Brazza comment? C'est ça le problème. C'est-à-dire quoi? Je suis d'accord qu'il fallait faire le port, le port mais il fallait aussi, puisque l'argent était déjà là. La BAC dit, c'est bad. Voilà, dit, nous avons déjà l'argent. On peut commencer même demain. Donc, je pense que aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Or, avec ces ponts route rail, Congo-Brazza-Kinshasa, avec ma voiture Bosembe, je quitte le Cameroun à 6 heures. J'arrive à Brazzaville à 15h, 16h. Je traverse avec ma voiture jusqu'au Congo-Kinshasa. Tu vois? C'est-à-dire que c'est vous savez, oui, le billet d'avion, je vais te dire, est-ce que tu connais? Non, écoute d'abord. Non, si, c'est ça l'intégration. Les économies ne souffrent pas. Ça booste même les économies. Comment ça? Je vais t'expliquer. Parce que moi, si je vais donner mon véhicule à Brazzaville, oui. Ben, pardon, je vais donner mon véhicule à Matadi et ça me coûte 4000 $. Et que à Brazzaville, ça me coûtait 1000 $. Ben, j'y vais à Brazza. Voilà. Avec mon véhicule à Brazza. Je suis d'accord. Je vais perdre 3000 balles ici chez nous. C'est pourquoi j'ai dit faut que les deux marchent ensemble. Ouais. Mais en tant que panafricaniste, il faut expliquer aux Africains l'importance de ces ponts, routes, rails. Pourquoi? Je vais te démontrer. Aujourd'hui, pour quitter Cameroun, venir ici à Kinshasa avec Ethiopian, c'est 1700 $. Vous pouvez demander à Freddy Moulumba. Je l'ai invité à la conférence que nous avons organisée à Yaoundé. 1700 $, plus que le billet d'aller à Dubaï. Il y a problème. Or, aujourd'hui, avec les ponts route rail, les Camerounais peuvent facilement commencer à venir par route jusqu'à Kinshasa. Ça facilite les choses. Et avec aujourd'hui la zone de libre-échange économique, mais ça facilite les choses, Bosembe. La maman qui a ses marchandises, aujourd'hui arrivée au Cameroun, il y a des marchandises qui pourrissent. Parce que c'est un pays vraiment agro-pastoral. Quand tu arrives le soir, les bananes, on jette. Parce que la population est petite, il y a tellement de nourriture. Mais s'il y a route rail ici, le Camerounais va prendre ces bananes, il va venir en route, venir vendre à Kinshasa. Et s'ils vont à Kinshasa, les bananes vont continuer à pourrir à Bikoro, parce qu'il y en a tellement beaucoup. Non, c'est ça le panafricanisme. C'est pourquoi on dit ceci. Mettez les préalables. Si nous sommes, mais c'est pourquoi nous sommes arrivés à la zone de libre-échange. C'est-à-dire quoi? Nous avons un grand marché. On crée un marché. Non, parce que totalisant ya munene. Tolobi ole to za na bazandu ya mike, to ça la zandu ya munene.
Comme ça, ton bandotek a mingi. Alors, le marché est là. Vous comprenez? Donc, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Congo-Kinshasa, Mugwandu, c'est un marché. Voilà! Donc aujourd'hui, c'est pourquoi on dit que la zone de libre-échange continentale africaine, mais c'est une aubaine pour l'économie africaine. Ça va booster l'économie africaine. Ça va envelopper les économies faibles. Non, aussi. Il faut comprendre. Oui. Là où nous allons, nous sommes en train de former. Nous sommes en préparation vers les États-Unis d'Afrique. Parce que c'est ça l'objectif final. Ça, il faut intérioriser ça. L'objectif, je vais encore vous donner encore un autre exemple. Aujourd'hui, nous avons le passeport africain. Déjà là. Et c'était déjà en 2017-18 que les chefs d'État, les chefs d'État, les diplomates devaient déjà se promener avec ça. Et après, ce passeport sera pour tous les Africains. Comme Kwame Nkrumah avait dit, nous avons le devoir de donner une identité citoyenne continentale à notre peuple. C'est-à-dire avec ces passeports, tous nos passeports tombent, Bossembe. Tu voyages avec le passeport en tant qu'Africain. Ça sera l'une première dans le monde. Tu comprends? Donc aujourd'hui, le passeport est déjà là. Sous l'égide du feu président Idriss Déby, on a fait sortir les passeports africains. Il est déjà là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut reconnaître qu'il y a les efforts qui sont faits. C'est un combat. C'est pourquoi nous, on travaille pour conscientiser le peuple. Bon, maintenant, tu vois, si aujourd'hui nous avons un passeport africain, c'est-à-dire que tu sois rwandais, que tu sois congolais, que tu sois angolais, on a tous un même passeport. Oui. Mais il n'y aura plus de guerre et de conflit entre nous. Parce qu'en ce moment-là, nous avons une même identité, nous avons un même peuple. C'est pourquoi j'avais félicité le discours du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Papa François Béa. François Béa, au Rwanda. Mais les Africains ont un problème, c'est un problème de formation. Quand François Béa dit, nous sommes un même peuple, nous mangeons dans la même assiette, pourquoi on doit s'entretuer? Nous devons faire attention aux gens qui nous instrumentalisent. Pour que nous soyons... Mais c'est un discours responsable. C'est ça le discours de nos pères fondateurs. Je suis d'accord. Voilà. Le dit que nous sommes... Non, le point c'est qu'avec vous, pasteur Emmanuel, vous avez tellement votre conception du panafricanisme que vous refusez de voir les impératifs, que vous refusez de voir la réalité sur terrain. La réalité sur terrain, c'est que tant qu'il n'y aura pas d'intégration des pays d'abord eux-mêmes à l'intérieur, il n'y aura pas d'intégration africaine. Ça ne sera pas possible. Donc, par contre, militer auprès des présidents africains, militer auprès d'eux, qui puissent d'abord intégrer leur pays avant de penser à intégrer les autres pays. Je vous donne un exemple. Le Congo lui-même n'est pas relié. Le Congo lui-même n'est pas relié. Il n'y a aucune voie qui peut m'amener de Mbandaka vers Goma par route. Il y a toujours des blocages, toujours des problèmes. Soit les routes sont impraticables, soit il y a une séparation, il faut prendre des dates. Mais vous pensez que c'est les moyens qui manquent? Mais c'est parce que ces pays, l'Afrique en général, c'est un problème de corruption. De gouvernance d'abord. Ça c'est autre chose. Ouais. Je vais te lire d'abord l'acte constitutif de l'Union africaine, le préambule, hein, pas l'acte, hein, juste le préambule. L'acte constitutif de l'Union africaine donne un caractère solennel à la déclaration des dirigeants africains de faire respecter les idéaux des pères fondateurs de l'OIA et de l'Union africaine et des générations panafricanistes du continent et de la diaspora à l'effet de promouvoir l'unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre le peuple d'Afrique et entre les États africains. C'est le travail que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire le travail que nous sommes en train de travailler. Nous travaillons sur l'union de peuples. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, comme l'avait dit quelqu'un, M. Bossembe, nous faisons le travail de colibri, cet oiseau, quand il y a un incendie, voilà, donc c'est-à-dire que nous faisons notre part. Nous faisons notre part et des générations futures vont vous reconnaître ça. Comprenons qu'il y a au moins les gens qui ont essayé. Alors, ma question, elle est simple. Je voudrais tout simplement savoir
Si, est-ce que vous avez déjà rencontré des présidents? Est-ce que vous les avez déjà rencontrés? Des présidents africains pour apporter ces discours? Mais quelques-uns, bien sûr. Et dernièrement, il y a 2 mois, nous étions avec le président Félix Tshisekedi. Nous lui avons parlé de notre vision. Bon, lui, ça ne compte pas. Lui, le président, lui, il parle des autres. Oui. Mais vous savez, il y a 2 agendas. Les chefs d'État ont leur agenda. Et le peuple a son agenda. J'allais oublier quelque chose de très important. La libération d'un peuple passe par les sommets et la base. Tu vois l'Allemagne que tu vois là. L'Allemagne s'est réunifiée parce que les Allemands voulaient vivre ensemble. C'est très important, Christian. Parce que si le peuple, il ne se reconnaissent pas dans l'autre, si le peuple ne s'aime pas, c'est impossible qu'on vive ensemble. C'est ça l'union de peuple. C'est-à-dire que les Américains ont voulu vivre ensemble. Ils se sont dit, nous avons une identité, nous sommes Américains, on va vivre ensemble. Nous aussi, c'est un travail que nous devons faire pour que l'Africain comprenne. L'Angolais comprenne que le Congolais de Kinshasa, c'est mon frère. Celui qui est à Brazzaville, qu'il puisse comprendre que le Congolais de Kinshasa, c'est mon frère. Que le Congolais de Kinshasa... Donc, nous convergeons vers les États-Unis d'Afrique. Vers les États-Unis d'Afrique. Oui, selon votre pensée et selon la portée du panafricanisme, l'Afrique doit devenir un pays. Oui. Alors, si l'Afrique doit devenir un pays... Un grand État. Un grand État. C'est de quelle Afrique vous parlez? L'Afrique noire ou l'Afrique continentale? Mais quand ils sont allés à Addis Abeba en 63, mais le Maroc, l'Égypte, avec Nasser et les autres, ils étaient prêts pour mettre en place un gouvernement des États-Unis d'Afrique. Quand nous parlons de l'Afrique, c'est l'Afrique en entièreté. Dans la capitale se retrouverait où? Kouma avait dit à Lumumba, si nous créons les États-Unis d'Afrique, la capitale sera au Congo. 1, par rapport à sa position géographique. Qui est le cœur d'Afrique. Oui. 2, par rapport à sa démographie. C'est un grand État. Donc, quand Lumumba est allé à la conférence d'Accra, Kouma dit à Lumumba, nous créons les États-Unis d'Afrique et la capitale sera au Congo. Alors donc, on aura un État fédéral, on va dire. Oui. Où les pays vont représenter des États, des petits États. Oui, voilà. Okay. C'est ça la vision. Avec leur constitution. Voilà. Mais dont l'armée, la police restent au niveau central. Bien compris. Je comprends. Bien compris. Okay. Et là, nous devenons une force, une puissance. Donc on aura une même armée. Voilà, une même armée. On aura un appareil judiciaire propre à nous. Oui. Donc on n'aura plus besoin d'envoyer nos gens à la CPI. Parce voilà. Une cour pénale africaine. Mais monsieur Bossembe, cette histoire-là de ces pays, tu sais que moi-même, les rapports mapping là, dans le fond, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Est-ce que vous l'avez lu, les rapports? Bien sûr. Tu sais pourquoi? Parce que qui ont écrit ces rapports? Ces rapports écrits par qui? Ouais, c'est pas par les ONG, par... Non, Bossembe. Les rapports écrits par les Nations Unies. Si, mais ils ont compris des rapports. Oui, par les Nations Unies. Oui, oui. Ok. Les multinationales. Oui. Qui sont derrière le Rwanda? Qui exploitent les coltans et les minerais à l'est du Congo? Les grands fournisseurs, ce sont eux en tout cas. Donc tu comprends, le même. Ils jouent au tour de guerre. C'est le même. Il joue au sapeur-pompier. Qui joue au sapeur. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et voilà. Et dans ces rapports-là, qui sont venus avec Mouzé ici? Qui était derrière Mouzé? Mais dans ces rapports, il n'y a pas un Américain qui est cité. Il n'y a pas un Français. Aucune firme internationale n'est citée dans cette bêtise-là. Ça, on est bien d'accord. Vous comprenez? Et ça, les Africains ne comprennent pas que c'est une méthode de nous opposer. Moi, je suis d'accord pour un tribunal africain sous l'arbre à palabres. C'est-à-dire, quand vous lisez mon livre sur la destinée prophétique de l'homme noir, j'ai écrit, le problème des Africains, c'est quoi? Nous avons oublié le pouvoir traditionnel. Et les Blancs qui nous ont trouvés, qui nous ont amené le christianisme, moi je suis pasteur, mais le christianisme est venu trouver une tradition culturelle. On était dans le royaume. On nous dit qu'aujourd'hui, quand on voit un chef coutumier, c'est un sorcier. Il faut même... il faut le maudire. Mais c'est le oui, il faut évoluer. Il faut évoluer. C'est ça le problème. Parce que le problème de l'Est là ne doit pas être résolu par les Occidentaux. C'est un problème africain. Moi, je propose qu'il y ait une grande rencontre entre les chefs coutumiers du Rwanda, du Congo-Kinshasa,
Burundi, Ouganda, qu'on trouve une solution à l'africaine. Et c'est On quoi lave les mains ensemble. C'est quoi la solution africaine? Écoutez, il faut d'abord établir les faits. C'est un tribunal. On établit les faits. On ne dit plus jamais ça. Parce que c'est ce qui s'est passé avec nos frères, la guerre entre les deux Kasaï. Ces problèmes-là ont trouvé des solutions parce que les chefs coutumiers se sont mis ensemble. Nous sommes même un peuple. Nous avons notre tradition. On ne peut pas rejeter la tradition africaine. Plus encore, ceux qui détiennent le pouvoir ancestral, traditionnel. C'est justement ça le problème parce que on n'a vraiment pas la même culture. Bref, on n'a pas. Vous comprenez? Donc ce problème-là, oui, voilà. Pour terminer, d'abord, quel est votre agenda maintenant? Notre agenda, nous venons de finir la grande conférence de Yaoundé. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Plus d'1 millier de personnes. 1500 personnes qui étaient présentes. Il y avait des professeurs que nous avons invités, qui sont venus du Tchad, Centrafrique, Congo-Brazzaville. Ici, le Congo-Kinshasa était représenté par Freddy Moulumba. Malheureusement, il n'y avait pas le vol le jour de la conférence, mais il a intervenu par vidéoconférence. Donc, nous sommes en train de faire la promotion du mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de propager sa vision pour l'Afrique. Quelle est sa faiblesse en termes de... Ah oui, non, poursuivez d'abord avec la question avant de poser. Voilà, donc nous avons fini la conférence de Yaoundé. Oui. Maintenant, nous avons une conférence le mois prochain à Dakar. Est-ce que je serai invité? Mais bien sûr, déjà, tu fais déjà partie du collectif. Donc, la conférence va avoir lieu à Dakar. Oui. Et dans cette conférence, notre public cible, c'est d'abord les étudiants. Okay. Les étudiants, les lycéens aussi, pour leur parler de la vision du panafricanisme, d'abord, et la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Donc, le 24 du mois prochain, nous serons à Dakar. C'est pour ça que je suis revenu pour faire d'abord la restitution de ce qui s'est passé au Cameroun et parler aussi de la conférence de Dakar au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous allez le rencontrer? Bien sûr. Okay. Pourquoi pas? Alors, dites-nous... Et je sais qu'il nous suit aussi au travers de cette émission. D'accord. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de ce mandat de Fachi qui il a consommé 6 mois déjà, je crois? À la tête de l'Union. Non, ce que nous constatons, la communication est trop faible. À telle enseigne que, d'abord, plusieurs Africains ne connaissent pas sa vision. D'autres même ne le connaissent pas. Oui. Allez même dans les universités demander qui est le président de l'Union africaine. Il y a même ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est quand même bizarre. Mais non, c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Un travail, parce que, vous savez, tout le monde ne devient pas chef de l'État. Ne devient pas chef de l'État qui le veut. C'est le destin. Et quand on est un chef d'État, on doit laisser une histoire derrière soi. Voilà. Je vais te dire quelque chose, monsieur Bossembe. Oui. La communication est très importante. François Hollande était un grand président en France, mais il avait négligé la communication. Toutes les réformes qui se passent en France aujourd'hui avec Macron, c'est Hollande qui a initié ça. Mais le fait qu'il n'y avait pas une grande communication, il est parti comme un président ordinaire. Le président Félix Tshisekedi n'est pas un président ordinaire. C'est, comme j'ai écrit dans ses livres, Félix Tshisekedi a un destin atypique. Atypique. Voilà. Il y a beaucoup de choses du tshisekidisme au fascisme. Voilà. Ouais. Donc, je pense que le problème, c'est la communication. Le problème, il faudrait que son mandat soit vendu. Hein, soit vendu et que des générations futures, qu'on sache, après 50 ans, plus de 50 ans, que le Congo démocratique n'avait jamais occupé la présidence de l'Union africaine. Plus de 50 ans. Mais maintenant que nous avons un jeune président qui est à la tête de l'Union africaine et qui est en train de donner aussi une impulsion à l'Afrique, nous sommes obligés de l'accompagner, surtout de faire la promotion de son mandat. Alors, on va terminer, pasteur Emmanuel. Je rappelle que vous avez une église à Pointe-Noire et aussi au Congo. Hein? Au Congo, au Gabon, en France aussi. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous retenons de ce livre atypique? D'abord, parlons un peu de ce livre avant de terminer. Qu'est-ce que nous retenons de ce livre? Qu'est-ce que vous vouliez vraiment dire, la pensée cardinale? Oui, la pensée cardinale est que Félix Tshisekedi n'était pas dans le plan des hommes pour devenir chef de l'État. Nous avons vu comment les choses se sont passées.
on a tout fait pour l'écarter. Mais c'est la providence divine qui a fait qu'il se retrouve là où il est aujourd'hui. Son père avait mené un grand combat, comme David, mais celui qui vient construire les temples, c'est Salomon. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de recoller un pays qui était déjà en lambeaux. Il est en train aujourd'hui de faire sortir ce pays. Regarde le travail qu'il fait avec l'IGF pour lutter contre la corruption. Mais c'est la plus grande guerre. C'est plus que la guerre des armes. Quand tu touches au porte-monnaie, tu touches à l'argent, à combattre la corruption, c'est la grande guerre. Et plusieurs ont laissé leur peau. Donc, Félix Tshisekedi est arrivé avec une mission. La mission de relever d'abord le Congo. Mais n'oubliez pas, ça a été dit par Franck Fagnon, que l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se retrouve au Congo démocratique. Donc, si le Congo se relève avec toute sa richesse, avec sa démographie, l'Afrique sera obligée de se relever. C'est pourquoi ce mandat de Félix Tshisekedi est une chance que nous, panafricanistes, on ne peut jamais laisser passer comme ça. Voici ce qu'il dit dans un livre que vous reprenez sur la culture et renaissance africaine, manifeste pour le développement des arts et du patrimoine en Afrique. C'est encore un autre livre édité par vous. Le chef de l'État dit, vous reprenez quelques citations, je souhaite en effet parvenir à mettre notre union à la portée des citoyens africains pour qu'ils l'approprient et l'utilisent comme instrument incontournable de son développement individuel et collectif. Voilà. Ça, c'est lui qui dit. Il dit encore, cette Afrique, berceau de l'humanité, et bâtisseuse depuis des temps immémoriaux, des réalisations remarquables comme les pyramides d'Égypte, ne peut se complaire plus longtemps aujourd'hui dans le rôle des consommatrices des innovations de toute provenance, sans se préoccuper d'apporter son concours déterminant et majeur au développement de l'humanité comme dans le passé. Voilà. Ça vivifie les discours. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est un grand... Il a une vision pour l'Afrique. Mais cette vision-là doit être vendue. Parce que si la vision n'est pas vendue... Mais lui-même, même au niveau de l'interne, je crois qu'il n'a pas de chance de communication. Que ce soit au niveau interne, que ce soit au niveau externe, il est toujours mal servi. Bon, je pense que... Voilà, c'est un constat. Nous apportons notre pierre de contribution. Nous faisons ce qu'on peut faire. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de communiquer sur le... Alors un autre livre que vous avez écrit, c'est Afrique programmée pour mourir. Et là vous avez un air triste, abattu. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez mis ce truc, la croix, sur la croix ici. C'est un symbole de pasteur ou Je suis évêque. Je suis évêque. D'accord. C'est la tenue d'un évêque. Maintenant ici, vous représentez un évêque qui pleure son Afrique. Vous êtes habillé en noir. Et l'Afrique qui est programmée pour mourir. Donc vous êtes un peu dans le deuil. C'est un habit. C'est une question. Si on est programmé pour mourir, parce qu'on ne peut pas comprendre avec toutes les richesses que Dieu nous a données, chaque jour nos enfants meurent en Méditerranée. Chaque jour, plus de 1000 personnes. Et nous les vivants, nous sommes indifférents. Et c'est la question que je pose. Si l'Afrique est programmée pour mourir, mais je pense que l'Afrique n'est pas programmée pour mourir. Avec le travail que nous sommes en train de faire, il y a un éveil de conscience. Alors dans la conclusion, c'est la page 199. Vous partez d'abord d'un postulat, vous dites la prise de conscience d'abord, et puis le courage, et la phase finale, c'est la décision. Alors, donc il faut décider. Nous devons nous décider. Mais avant de décider, il faut d'abord prendre conscience. Prendre conscience. Et puis avoir le courage. Donc pour changer l'Afrique, il faut beaucoup de courage. C'est pourquoi, M. Bossembe, hier, quand j'étais chez moi, parce qu'on parle de l'Afrique programmée pour mourir, j'ai pleuré. Quand j'ai vu aujourd'hui encore les Congolais voter des lois, entre parenthèses, de congolité, des lois de verrouillage de la présidence de la République. En tant que panafricaniste, hier, je me suis dit, Kwame Nkrumah, Lumumba, Barthélemy Boganda, ils se sont remués encore dans leur tombe. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, le travail que nous sommes en train de faire, c'est d'aller vers de l'avant et non de reculer. Aujourd'hui, il est inopportun de voter des lois qui viennent pour créer une disharmonie et des lois qui vont nous faire reculer 61 ans au Sembe. Comment ça reculer?
Il n'y a aucun pays aujourd'hui, tu peux me citer, il y a 20 ans, un pays qui a voté encore de loi pour verrouiller la magistrature suprême. Si tu connais Mais parce qu'il y en a déjà, dis-moi. Non, je te pose deux petites questions. Oui. Au Gabon, dites-moi, le président gabonais, il est qui? Il est Gabonais du Gabon. Son père est qui? Gabonais. Sa mère? Gabonaise. Au Tchad, son père est qui? Oui. Au Togo? Oui. En Algérie? Oui. Alors pourquoi vous voulez que... Pourquoi ça serait contraire? Pourquoi ça serait pas possible chez nous? Voilà, je vais t'expliquer. Oui. Tu vois, toutes les lois qui ont été votées, même chez nous ici, vers les années 80, c'était écrit dans la Constitution, il faut être congolais de père et de mère pour devenir président de la République. Oui. C'était une période, Oui. comme je t'ai expliqué. La période de l'OUA, c'était une période qu'il fallait travailler pour protéger les souverainetés nationales. Vous voyez, déjà, c'est pourquoi vous allez voir toutes ces lois-là, ce sont des lois qui ont été votées entre l'an 1960 et 1980 jusqu'à la fin de l'OUA. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'Union africaine. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est ceci. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes en train de travailler pour donner une identité continentale aux Africains. Oui, pour qu'un... C'est-à-dire quoi? Pour qu'un Malien vienne devenir président. Écoutez, Bossembe, écoutez. Quand tu parles du Malien, mais c'est reculé pourquoi? Mais Sarkozy était président de la France. Oui. Mais Sarkozy, son père est hongrois. Oui, et puis après... Mais il n'a pas vendu la France. Sarkozy est venu faire... Écoutez, Oui, allez-y. c'est un débat intellectuel. Et là, je pense que le professeur qui a posé les débats, c'est un débat intellectuel. Oui, et ça demande beaucoup de responsabilité. Oui. Tu me parlais sur... je parlais de Sarkozy. Oui, Sarkozy. Sarkozy est venu faire une guerre en Afrique pour la France, Oui. pour les intérêts français. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, nous ne devons pas avoir une pantophobie. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Je ne vois pas les liens. Oui, ça veut dire quoi? Nous faisons des lois parce que nous avons peur du Rwanda. Nous avons peur de Burundi. On dit, il y avait les armées qui étaient venues, ils ont fait des enfants. Les enfants là ont maintenant 27 ans. Si on ne fait rien, ils peuvent devenir chefs de l'État. Écoute, tout le monde a peur. Vous répondez à la motivation. Écoute-moi. Tout le monde a peur. On dit non, mais écoutez, l'ambassadeur rwandais, sa mère, congolaise, tout ça, c'est qui est faux. Il peut devenir président? Non. Aujourd'hui, à l'époque de l'Union africaine, où nous tendons vers les États-Unis d'Afrique, nous devons voter des lois qui nous rapprochent. C'est là où je suis d'accord avec le président Félix Tshisekedi. Parce que lorsque aujourd'hui, parce qu'une loi est votée dans un contexte. Oui, c'est pourquoi je te parle... Je ne vois pas la division là. Non, la division c'est quoi? La division est que aujourd'hui, Félix Tshisekedi trouve un État fragile. Il s'est dit, pour reconstituer cet État, je dois créer l'union sacrée pour faire avancer l'État. Vous comprenez? Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en guerre envers les multinationales qui viennent spolier nos richesses ici. Quand vous créez un autre front, encore, avec la congolité, je vais te dire, ces 20 dernières années, seule la Côte d'Ivoire a voté cette loi. Si vous me parlez du Cameroun, du Gabon, de la Zambie, c'est des lois qui ont été votées il y a longtemps. Mais maintenant qu'on a évolué, écoute-moi bien. Et quand la Côte d'Ivoire a opté pour la loi de l'ivoirité, ça n'a rien à voir avec la congolité. Non, écoute-moi. Hier, je ne sais pas si vous avez suivi madame la représentante de la MONUSCO. Oui. Il dit ceci. Elle a été désagréable. Écoute un peu. Et moi, je trouve ses propos irresponsables. Non. Irresponsable. Vous savez, quand vous prenez... D'abord, cette loi est inopportune. Comment ça, inopportune? Mais ça sert à quoi aujourd'hui? Dites-moi d'abord, non, aujourd'hui. Dites-moi, cette loi sert à quoi? Parce que moi, je te dis que cette loi va faire voler en éclat l'union sacrée. Comment ça? Mais oui, mais bien sûr. Et même pays, écoute. À quoi sert l'union sacrée? Écoute-moi. Non, à quoi sert l'union sacrée? Mais c'est la plateforme qui a donné, une plateforme idéologique
qui a donné la majorité au président Félix Et puis, Tshisekedi ça pour sert à quoi? gouverner. Ça sert à quoi? Non, Ça sert à quoi? Suivez-moi. Ça nous apporte quoi aujourd'hui? Suivez-moi, Bossembe. Oui. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Oui. La question est sensible. Il faut la traiter avec avec une responsabilité. Oui, c'est pourquoi il faut avoir Pas du populisme. beaucoup plus de temps. Donne-moi une minute. On en parlera. Oui, on va Tu parler vas de m'inviter, on en parle. oui. L'ambassadeur américain. Vous savez que l'Amérique, c'est le premier partenaire aujourd'hui, le premier du pouvoir du régime du président Félix Tshisekedi. Oui. Il dit ceci, faites attention avec cette loi. Quand on vous dit faites attention, il faut comprendre ce qu'on dit. C'est un langage diplomatique. Ah, donc, Écoute, ça, c'est pas par quand l'ambassadeur... Non, mais panafricanisme, vous c'est quoi? tremblez, Mais cette loi est ségrégationnelle. Comment ça? Comment tu peux m'expliquer, Bossembe? Moi, avec toi, moi, je suis né au Congo. Oui. Ma mère est congolaise. Oui. Mon père est de Congo-Brazzaville. Oui. On a grandi ensemble. Oui. On a joué au football ensemble. Oui. On a étudié ensemble. Oui. Toi, tu as des ambitions Oui. que moi aussi j'ai. Oui. Mais toi, tu me dis que moi, je ne peux pas postuler Oui. à tel poste, devenir par exemple Premier ministre. C'est exactement ça. Même ma femme. Mais ça, c'est une stigmatisation. Ça, c'est une loi d'antiquité, ça. Est-ce que le frère, votre frère, Oui. d'accord, prenons ceci, on va aller tout doucement. Vous, dans votre maison, l'ami de votre enfant, que vous avez élevé, que vous avez fait grandir chez vous, a le droit à l'héritage que votre propre fils? Si vous me dites oui, le débat s'arrête là. Bien sûr, il peut en avoir. Comme votre fils. Oui, bien sûr. C'est bon, alors Il y a des gens qui ont laissé l'héritage. Voilà. Le débat est clos. C'est pour dire. Je comprends que vous, un enfant, je vais dire peut prendre l'héritage à la place des terres. Si tu parles de l'héritage, d'accord. Si tu parles de l'héritage, Oui. je vais te poser une question. Oui. Qui ont détruit la Rhodésie? Écoute. C'est pas ça. Non, mais quand tu parles de l'héritage, là j'arrive. Non, parce que vous savez. Non, écoute. Qui ont construit la France? C'est les Allemands. Donc, il n'y a pas d'absolu dans tout ça. Non, mais c'est-à-dire quoi? On ne peut pas. Choix. Non, ce choix-là est discutable. Alors, et surtout, tout est discutable. Ce choix-là peut amener des troubles. Si ce choix-là arrive à créer une discrimination, vous comprenez? Moi, je ne trouve pas un pays qui vient d'une crise, un pays dont vous savez comment le pouvoir a été constitué. Vous êtes en train de reconstituer ce pays, mais vous amenez encore des lois qui peuvent créer des problèmes. C'est pas responsable. On peut avoir un autre rendez-vous pour en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va terminer, on va se lever pour terminer cette émission. Merci. On a fini. Mais alors, ça, c'est un livre, c'est un de vos livres. Oui. La destinée prophétique de l'homme noir. Et ça, je t'offre ça. Ah, merci. Je vais te dédicacer ça. Oui, ça, c'est écrit par un pasteur. Oui, c'est mon premier livre que j'ai écrit en 2005. La passion de l'Afrique. Oui. Je l'ai eu, j'étais encore enfant. Donc, j'ai écrit ce livre pour parler de notre identité. Parler de l'identité africaine. Et dans ce livre, j'ai posé la problématique même de la race noire. Comprenez? Est-ce que Adam était blanc ou il était noir? Non, c'est tout ce qui Est-ce que n'était pas Jésus... blanc. Hein? On sait tous qu'il n'était pas blanc. Voilà, Jésus était blanc. Les jardins d'Éden. On sait que c'était en Afrique, non? Voilà. Donc, cette identité. Mais on est venu ici en Afrique avec l'image d'un Dieu peint en blanc, le diable noir avec une queue. Donc, il faudrait que l'Africain puisse se réapproprier encore son histoire et son identité. Mesdames et messieurs, c'était électrique. C'était avec le pasteur Emmanuel Okusa Chipangila, qui est panafricaniste et qui fait le tour de l'Afrique, pour enseigner, éveiller, convaincre les gens sur le panafricanisme. Je veux encore le recevoir prochainement pour parler de la loi Tiani, dans l'esprit du panafricanisme, et voir ce que l'on peut retenir. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking, qui travaille en partenariat avec la Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire ou vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure, et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié,
Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Nos